Tout au long de l'année 2018, la Bibliothèque Robert Bourassa célèbre son 20e anniversaire. Pour souligner cette date importante, nous rencontrons des résidents d'Outremont qui nous parlent de leur parcours, de l'importance des bibliothèques dans leur vie et nous présentent 5 de leurs coups de cœur littéraires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jacques Godbout. Romancier, cinéaste, scénariste, monteur, journaliste pour des magazines et des journaux, poète, essayiste, écrivain pour les enfants, chroniqueur littéraire pour le magazine L'Actualité et pour Maclean, éditeur, professeur universitaire, animateur à la radio, cofondateur de multiples organismes et j'en oublie sûrement. Ouf! Merci, Jacques Godbout, d'avoir accepté cet entretien. Vous donnez l'impression que j'ai fait beaucoup de choses. Oui. Mais toutes ces choses, c'était l'une après l'autre. Hein? Quand même. Vous n'avez pas chômé, tout genre littéraire confondu. J'ai calculé, mais je ne suis pas très forte, 33 livres. Vous avez tourné 32 documentaires, incluant les courts et les longs métrages de fiction. Comment vous vous portez, Jacques Godbout? Aujourd'hui, ce matin, très bien, merci. Oui? Oui, c'est gentil de demander. Parce que vous avez toute une carrière derrière vous. Alors, si vous le voulez bien, nous diviserons cette rencontre en 2 temps. Tout d'abord, vous nous parlerez de vous et de votre parcours via votre autobiographie de l'avantage d'être né, publiée aux éditions du Boréal, puis nous échangerons sur vos 5 coups de cœur littéraires. D'accord. Alors, en 2008, Jacques Godbout, vous publiez aux éditions Les 400 coups, autobiographie, où vous racontiez les voitures que vous avez acquises ou conduites, donc votre vie en 4 roues, finalement. Sur 4 roues. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, finalement, vous vous décidez à rédiger votre autobiographie. Qu'est-ce qui vous a motivé à plonger? Si vous voulez aller à l'origine de la démarche, c'est que, ayant déposé depuis une trentaine d'années de multiples documents à la bibliothèque et aux archives du Canada, je me suis rendu compte, après avoir rencontré l'archiviste Stéphane Lang, qui s'occupe principalement de mes documents, qui s'en sortirait pas vivant à fouiller dans ses boîtes, essayer de s'y retrouver, parce que j'ai donné des choses, mais c'était brouillon. Hein. Quand ma femme considérait que le sous-sol d'une part, mon bureau d'autre part, commençait à ressembler à un entrepôt, j'allais porter ça à Ottawa où ils venaient chercher. Et la quantité était phénoménale et phénoménale. Cet inventaire est devenu un peu plus important quand ma femme l'ayant lu, elle a souligné que je pourrais ajouter quand même quelques petites choses qui donneraient le contexte. Et de fil en aiguille, un peu comme on fait un millefeuille, si vous voulez, une feuille par-dessus l'autre pour faire un dessert qui peut se consommer, se manger avec plaisir. Donc, c'est devenu une autobiographie que je ne voulais pas écrire. En m'en défendant, en me disant « ça n'intéressera personne, je vois pas pourquoi j'écris ça ». Et puis, ça s'est construit. Vous avez devant vous un livre qui, sans raconter toute ma vie, raconte au moins mes activités professionnelles. Mais pour une rare fois, vous parlez un petit peu plus de vous et de votre famille, parce que c'est très rare, si on cherche dans tous les moteurs possibles et inimaginables, de savoir que vous êtes père, que vous êtes grand-père, arrière-grand-père, le nom de votre femme. Ce sont des détails qui nous intéressent. Oui, mais disons que je n'étais pas très porté à raconter ma vie personnelle. Dans ce cas-ci, puisque de toute manière je raconte le contexte, il faut bien que je parle de là où je suis, là où je vais, de ce que ma femme pense ou ne pense pas, puisque nous nous sommes rencontrés à l'Université de Montréal en 1953, en septembre 1953, et de ce jour, on a commencé à discuter, et on discute toujours. Alors, forcément, quand on discute, c'est à la fois des événements sociaux, politiques, familiaux, mais littéraires, des livres que nous lisons, des livres qu'elle aime ou que j'aime pas, ou vice-versa. Donc finalement, elle a trouvé sa place, la famille a trouvé sa place. Les lieux où j'écrivais étaient importants pour moi, mais je ne croyais pas que ça avait quelque importance que ce soit pour les lecteurs en général. Les membres de votre famille ont-ils déjà lu votre autobiographie et quelles furent leurs réactions? Mon fils, oui, avec beaucoup de plaisir. Ma fille aussi.
Ma femme, évidemment, 3-4 fois, puisqu'elle m'a encouragé à poursuivre le travail. Un de mes petits-fils a eu un mot assez touchant, bien que je l'ai poussé dans le dos après. Il m'a dit, bon, tu vois, Nathalie, ma blonde, l'a pris, je ne peux pas le lire. Et moi, de toute manière, dit-il, je vais attendre que tu meurs, parce que quand tu seras mort, ça sera comme redécouvrir ta voix. J'ai dit, c'est charmant, mon cher, c'est même touchant, mais j'aimerais mieux que tu le lises maintenant. Oui. Alors, il a promis de le faire. D'accord. D'ailleurs, votre autobiographie, Jacques Godbout, commence dès sa page couverture où on vous voit assis sur un petit muret avec une boule de quilles entre les jambes. Quel âge avez-vous? À peu près 2 ans? 2 ans et demi, oui. Et c'est la seule photo de tout le livre. Disons que l'éditeur n'a pas voulu qu'on ajoute un album, à tort ou à raison, je ne sais pas. J'aurais bien aimé publier plusieurs photos que j'ai dans mon album, mais quand ils ont dit « ça nous prend une photo sur la couverture », je me suis rappelé la photo que ma mère préférait et je leur ai apporté celle-là qui est donc est devenue la couverture. On vous regarde, vous avez déjà un petit air espiègle, mignon comme tout, avec le sourire et tout ça, et je me dis... Et de jolies petites bottines aux pieds. Ah oui, exactement. Mon Dieu, c'était tellement d'époque sûrement, ces bottines-là. Les gens qui le liront le verront tout de suite sur la page couverture. Alors, je me permets de vous citer. Dans l'avant-propos, vous précisez tout de suite que vous avez rédigé ce récit de mémoire pour conjurer la peur d'une démence et découvrir un peu de cohérence dans le travail d'une vie. L'ouvrage peut contenir des inaptitudes, les souvenirs s'entremêlent parfois. Est-ce que ça a été un exercice difficile? Oui, parce qu'il y a des époques qui me paraissaient pas vides, mais dont je ne me souvenais pas grand-chose. Disons, la mémoire a travaillé, ou s'est mise à travailler à partir des livres, films, ou dans certains cas, événements, marquant pour moi la création de l'Union des écrivains, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est pas une mémoire du genre, je me souviens, je vais vous raconter, c'était, cette année-là, j'ai écrit l'Aquarium. Qu'est-ce que j'ai fait avec le manuscrit? Ah oui, je l'avais envoyé ici ou là. Comment a-t-il été reçu? Et à quel moment est-il paru et pourquoi? C'était les questions qui me passaient par le crâne et à partir desquelles j'ai décrit les conditions de production, si on veut. Alors, moi, j'ai un petit doute aussi sur votre mauvaise mémoire parce que je me demande sincèrement ce que ça aurait été si vous en aviez eu une bonne. Parce que c'est près de 300 pages, très serrées, par date. Donc, c'est chronologique et nous procéderons pour cet entretien de la même manière si vous acceptez. Mais je trouve que c'est un exercice extrêmement pertinent et intéressant parce que ça vous oblige aussi, de un, à faire travailler votre mémoire et à vous rappeler certains souvenirs aussi. Absolument, absolument. C'est une sorte d'analyse... non, c'est un regard dans le rétroviseur. Oui. Voilà. Ah, c'est bien dit. En plus, vous précisez que c'est un acte de contrition que vous avez fait. Faites-moi rire. Ben non, mais un acte de contrition pour me faire pardonner d'être né au bon moment, d'avoir eu 15 ans au bon moment, d'avoir eu 20 ans au bon moment, d'avoir vécu dans un pays où il n'y a vraiment pas de drame, enfin pas de tragédie s'il y a des drames. Oui, il y a des drames, mais il n'y a pas de tragédie humaine du genre de celle qui afflige l'univers, d'avoir donc été privilégié et je sais que dans la pensée de beaucoup de gens, être privilégié, c'est honteux, mais j'ai pas honte. Alors, si je devais avoir honte, je fais mon acte de contrition. J'ai été privilégié comme une quantité phénoménale de Québécois et de Canadiens. Bien sûr, on n'a pas connu la guerre. Non. La famine, non. Les grosses tragédies se sont déroulées ailleurs. Aucune invasion. Aucune invasion. Enfin bon, avec Trump en ce moment, c'est un autre sujet. Il y a toujours l'invasion de la télévision américaine, l'invasion des idées parfois stupides, parfois bonnes, mais c'est pas ça, souffrir. Non, exactement. Bon. Le titre, De l'avantage d'être né, que j'ai trouvé savoureux, un petit clin d'œil à Siorian. Bien, c'est-à-dire que je ne pouvais pas vraiment penser qu'on puisse dire de l'inconvénient d'être né. Dans mon cas, c'est impensable. Donc, c'est devenu de l'avantage. Mais c'est venu rapidement? Non, le livre a eu un autre titre pendant la moitié, je pense, même un peu plus,
de la rédaction, ça s'appelait « Avant d'oublier ». Je craignais que le titre « Avant d'oublier » fasse un peu nostalgique, et j'ai pas envie d'être nostalgique. Bien sûr, j'ai vécu, je regrette de ne pas avoir 5 ans ou 10 ans et recommencer ma vie, mais personne ne peut faire ça. Donc, pour éliminer la nostalgie, c'est devenu une affirmation intellectuelle de l'avantage d'être né. Alors, Jacques Godbout, justement, parlant de naissance, vous êtes né le 27 novembre 1933 à l'hôpital Notre-Dame. Vos prénoms sont Joseph-Louis-Jacques Godbout. Mais d'ailleurs, votre patronyme n'aurait-il pas dû être Godebout avec un E? Où est-il rendu, ce E? D'après moi, il a un hiver, il a gelé dur, comme on dit, et il est tombé parce que c'était dans les premiers textes dès l'arrivée à l'île d'Orléans, c'était Godebout, et c'était Godebout pendant 150 ans, et puis tout à coup, le E est tombé. Mais ça peut être aussi la paresse d'un curé qui remplissait les documents de mariage, ou alors est-ce que ça faisait trop... Je ne sais pas. En tout cas, c'est devenu Godbout, ce qui fait en sorte que les Anglais le prononcent, à moins que ce soit les Anglais qui soient responsables, les Anglais le prononcent plus facilement Godbout. Parce que dans le livre, vous parlez de votre ancêtre normand, qui était chaloupier, Nicolas Godebout. Oui. Et en 70, lorsque vous faites un repérage pour un film, vous avez vraiment la confirmation que votre nom était Godebout. À Paris, en France, je suis allé donc voir aux archives et j'avais le document dans les mains, le vrai document. Je n'osais pas croire qu'on ait gardé, malgré les guerres, malgré les feux, malgré tout, toute cette documentation, mais c'est là. Donc oui, c'était Godebout. Vous êtes issu d'une famille libérale. Oui. Pourriez-vous nous parler un peu de votre père, Fernand, et de votre mère, Mariette Daou? Ma mère, Mariette Daou, était une jolie blonde qui pratiquait les sports avec plaisir, pas particulièrement intellectuelle, très enjouée, très sociable, comme on dit. Elle vivait à Sainte-Anne-de-Bellevue. Son père était hôtelier, donc elle n'a jamais mis les pieds dans la cuisine puisqu'elle était fille d'hôtelier. Ce qui lui a compliqué la vie à son mariage, puisqu'elle ne savait même pas faire cuire un œuf. Ce qui est très rare à cette époque-là. Ah oui, elle a appris, mais à la dure. Et je sais que mon père s'est plaint du fait que pendant 2-3 années, la poubelle était pleine d'essais culinaires. Mon père était agronome, spécialiste des maladies des plantes, dirigeait à un moment donné, le bureau de Montréal, qui couvrait, dans le fond, ce qu'on appelle l'Estrie aujourd'hui, et l'île de Laval, qui était à l'époque couverte de fermes et de légumes. Donc, un homme préoccupé de la langue, mais d'abord un scientifique. Est-ce qu'il a été phytopathologiste toute sa vie? Oui. C'était le travail de sa thèse, quand il a fait sa thèse à McDonald College à Sainte-Anne-de-Bellevue, où il a rencontré évidemment Mariette qu'il a épousée. L'un et l'autre ont formé un couple assez intéressant où les émotions de la mère compensaient pour le côté rationnel du père. En 93, vous dites une phrase que j'ai soulignée et je me permets de la lire. « Autant lui et moi, nous nous sommes affrontés pendant mon adolescence, autant il va me manquer. Cet homme était pour moi un repère plus qu'un père. » Oui. Nous nous sommes affrontés beaucoup, même avant l'adolescence. Moi, je dirais qu'à partir de l'âge de 12 ans, je lui faisais un procès continuel de toutes ses idées, de toutes ses approches, parce qu'il était rigide et ne semblait pas s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, la discussion était musclée, et c'est dans ce sens-là qu'il est devenu un repère. Comme vous savez, il y a des gens qui choisissent un philosophe pour le contredire. Bon, ben j'étais dans cet univers-là. Parlez-moi un petit peu aussi de votre grand-père Joseph Daou. Vous avez une relation particulière avec lui? D'abord parce lorsque son hôtel est passé au feu, comme on dit, quand l'hôtel a brûlé un automne, il a tout perdu. Et il est venu avec sa femme, ma grand-mère, habiter chez nous.
Donc, il n'avait rien d'autre à faire que de s'occuper de l'enfant que j'étais. Il était du côté des émotions, un peu comme ma mère, comme sa fille, et m'a appris plein de choses. Comme les enfants de la photo là, qui est là, c'est à peu près à ce moment-là qu'il est venu à la maison, en me baladant dans sa bagnole 2-3 fois par semaine pour aller se promener, en m'apprenant des consignes et différentes choses. Je me suis attaché à lui énormément. Il représentait la figure mâle, si vous voulez, mais qui, contrairement à mon père, était moins dur, moins rigide et moins rationnel. Oui. Et son décès m'a profondément marqué. Vous avez employé le mot « représenter » pour votre grand-père, mais pour votre grand-oncle, Adélard Godbout. Oui. Qu'est-ce que l'histoire va retenir de lui? Traître ou patriote? Moi, je pense que c'était un patriote, d'abord et avant tout. Ceux qui l'ont traité de traître et appartenaient à une autre idéologie, à un autre parti. C'était l'Union nationale contre les libéraux. Et les discours politiques sont toujours un peu à courte vue. Oui. Donc je pense que c'est un homme qui a fait ce qu'il pouvait, mais qui a fait beaucoup pour démarrer au Québec une révolution tranquille que Maurice Duplessis a, disons, mis sous le boisseau pendant une douzaine d'années. Il a quand même accordé, c'est pas lui, mais enfin son gouvernement a accordé le droit de vote aux femmes, instauré l'éducation, l'école obligatoire, institué Hydro-Québec en nationalisant la Montreal Light Heat and Power, etc. Et le fonctionnalisme même, les fonctionnaires du Québec sont apparus comme de vrais fonctionnaires sous son gouvernement. Donc il a fait des choses très très positives, mais c'était en temps de guerre. Et à cette époque-là, plusieurs nationalistes québécois croyaient que l'on doive profiter de la guerre en Europe pour déclarer une sorte d'indépendance vis-à-vis du Canada. Lui n'y croyait pas. Alors de là le mot traître et le mot patriote. Mais vous avez pu vous rattraper parce que vous avez écrit un livre chez Boréal en 1999 intitulé Opération Rimbaud et vous avez aussi tourné un film à l'ONF en 2006, Traître ou patriote. Oui. Est-ce que c'est une façon pour vous de régler vos comptes avec l'histoire? Oui, bien sûr. C'est une façon pour moi, les comptes avec l'histoire, vous et moi, c'est une bien petite histoire et ce sont des bien petits contes, mais ça a été une façon pour moi d'essayer de clarifier la situation et de démontrer, et je pense que c'est démontré dans le film, que les choix pendant la guerre étaient tranchés et que les bons choix sont ceux que Adélard Godbout a fait, parce que quand même les nazis et le nazisme et Hitler représentaient un danger occidental et un danger pour nous aussi. Alors Jacques Godbout, si vous cherchez un sujet pour votre 3e autobiographie, je l'ai trouvé pour vous. Oui. Oui. Vous avez très hâte de savoir c'est quoi, bien sûr. Non, oui. Vous avez tellement déménagé dans votre vie, parce que jusqu'à l'âge de 6 ans, vous avez habité Côte-des-Neiges, mais après, ça a été d'un endroit à un autre, que là, vous pourriez faire un 3e livre sur tous vos déménagements, parce que là, vous pourriez parler de Montréal et d'ailleurs au Québec à travers vos déménagements. J'adorerais faire ça. Retrouver les différents lieux où j'ai habité et raconter un peu ce qui est arrivé dans chacun de ces lieux-là, oui. Mais vous n'êtes jamais retourné sur certains lieux que vous avez habités? Non, je suis passé souvent devant des lieux où j'ai habité. Et on passe devant la porte et le numéro qui était la référence à tel âge et tel autre. Mais ça pourrait être à l'origine d'un livre plus que d'un documentaire. Alors, vous avez fait des études classiques chez les Jésuites, au Collège Jean de Brébeuf, et dès l'âge de 8 ans, en 1941, vous faites connaissance avec quelqu'un de presque pas connu, Robert Bourassa. Il n'est pas connu à ce moment-là, non, pas du tout. Mais il a déjà des visions. Non, il y a des ambitions. Ah. Il y a des ambitions à 12 ans. Il dit qu'il veut... D'abord, il faut dire que la campagne électorale a eu lieu. Mon grand-oncle a été défait par l'Union nationale.
Et son père, le père de Robert, est libéral comme le mien. Et Robert décide qu'il va venger mon grand-oncle. Il sera donc un jour Premier ministre. Il l'affirme avec force. Et j'ai découvert depuis que la plupart des enfants qui, entre l'âge de 8 ans et 15 ans, ont des ambitions marquées, sont des gens qui réussissent très souvent à accomplir ce qu'ils voulaient. Ils peuvent devenir astronautes, ils peuvent devenir musiciens, ils peuvent devenir chefs d'orchestre, ils peuvent devenir hommes d'affaires ou Premier ministre. Mais il faut qu'ils suivent une voie. Et ces quelques garçons et filles qui ont ce genre d'ambition réussissent très souvent. Il est resté votre ami jusqu'à la fin? Oui, bien sûr. Un ami d'enfance, même si on ne partage pas les mêmes idées, c'est un ami à la vie, à la mort, puisque on a fait les premières découvertes de la réalité ensemble. On a des souvenirs tellement intimes que on ne peut pas renier un ami d'enfance. C'est pas vrai. J'ai un ami d'enfance là auquel j'étais attaché quand j'allais en vacances à Lanoraie, dont les parents ont émigré aux États-Unis. Je l'ai revu il y a quelques années. Il est repassé à Montréal. Il a réussi à me rejoindre. On est allé manger ensemble. C'est comme si on s'était vu la veille. C'est un peu toujours la même chose. L'ami d'enfance, le temps passe pas. Je sais pas pourquoi, mais le temps ne passe pas. Il faudrait donc fréquenter nos amis pour ne pas vieillir. Ça serait un truc, si vous voulez. Pensez-y, pensez-y. Oui. Alors, votre premier emploi, je ne sais pas au fond si c'est le premier, mais en 1949, vous vous retrouvez au snack bar de l'Oratoire Saint-Joseph. Oui. Non, mais il arrive quelque chose. Moi, ça m'a bien fait rigoler, mais peut-être c'est pas drôle. Mais dès 15 ans, vous savez déjà que vous perdez la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, d'abord, l'Oratoire Saint-Joseph, c'est un concentré de la bêtise religieuse. Vous avez des murs couverts de béquilles, finalement, de sièges de toilette ou je ne sais quoi, qui représentent des miracles qui ont eu lieu et dont vous savez très bien que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas parce que, et la preuve en est que dès que la télévision est apparue, les miracles sont disparus. C'est étrange. Bon. Donc, à 15 ans, vous êtes dans cette ambiance, vous faites affaire au curé, vous faites affaire avec des gens, vous voyez bien que c'est un commerce comme un autre et que le snack bar de l'Oratoire Saint-Joseph pourrait être le snack bar de n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et quand vous avez des clients américains ou canadiens qui vous demandent un café, que vous leur dites « voulez-vous béni ou simplement café ?» Et ils vous disent « on peut avoir béni ?» Je dis « oui, pour 25 sous de plus ». Alors vous partez avec le café, vous allez dans la cuisine, vous revenez, vous leur dites qu'il était béni, et ils vous croient. Alors comme ils vous croient et qu'ils vous payent, on se rend compte que tout ça, c'est pas très différent de l'époque de Luther, où l'on vendait des occasions d'aller au ciel contre certaines sommes. Bon, donc peu à peu, vous perdez la foi, mais cela dit, mon père ne l'avait pas beaucoup, donc quand je lui ai annoncé que c'était fini d'aller à l'église, il s'en est réjoui parce qu'il avait hâte que tout ça se termine lui aussi. Oui, et il dit, il m'avoue qu'il n'attendait que cet aveu pour ne plus y aller. Ma mère ne dit mot, je n'avise pas les jésuites. Évidemment, je ne pouvais pas aviser les jésuites, ils étaient toujours à la recherche de mes défauts. Vous avez jamais retrouvé une certaine forme de foi? L'avez-vous déjà eue? Bon, je pense que j'ai eu la foi du charbonnier, bien que il faut dire que le charbonnier à ce moment-là avait 8, 9, 10 ans. C'était pas très fort. Avoir la foi, ça veut dire croire à un monde en dehors de notre monde. Et le raisonnement me paraît tellement simple quand on sait que l'univers est composé de milliards d'étoiles et de planètes, quand on sait à quel point il y a des hommes et des femmes sur Terre, quand on sait comme la vie est difficile, quand on sait qu'il y a des guerres d'un côté et des inondations ailleurs, que les gens souffrent, de croire que quelque part, Dieu le Père va prendre la peine de s'arrêter et de venir s'occuper de sa petite personne si on lui fait une prière, me paraît tellement ridicule que moi, là, à 15 ans, que Dieu s'occupait de moi, voyons donc. Alors, il ne s'occupait pas de moi et moi, je ne suis pas occupé de lui depuis ce temps-là. Alors, à 16 ans, l'année suivante, vous partez sur les routes via les États-Unis pour vous retrouver à Mexico avec 3 amis de collège. Oui. Vous faites même de la prison. Oui, ben, une avant-midi pénible parce que en traversant, on s'est rendu jusqu'en Floride et là, plutôt que de faire le grand détour, on a pensé traverser
la baie. On a pris un bateau qui nous a laissé à Coatzacoalcos, qui était vraiment un tout petit village de pêcheurs. On n'avait pas prévu qu'il fallait un visa pour entrer au Mexique par le bas du Mexique. Et les autorités, n'ayant pas vu beaucoup de touristes non plus, ont pensé nous mettre en prison pour vérifier ce qui nous étions et ce qu'ils pouvaient faire avec nous. En criant un petit peu par la fenêtre de la prison, il y a un monsieur qui s'est approché, qui était un Américain, qui s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème, mais qui, lui, parlant à la fois l'espagnol et l'anglais, a pu communiquer, nous faire libérer plutôt. Mais moi, j'ai été étonnée quand même que, dès l'âge de 16 ans, vous faisiez ce genre de voyage et que vos parents vous laissaient faire. C'est étrange, mais je pense que les parents, à l'époque, n'avaient pas particulièrement peur, que la confiance régnait, au Québec en tout cas, parce que aussi bien mes 3 collègues avaient aussi des parents, et les miens, aucun des parents n'a dit « mais c'est dangereux, vous allez vous faire tuer, vous faire kidnapper, je ne sais pas quoi ». Pas un mot là-dessus. C'était plutôt du genre « les voyages forment la jeunesse » ? Ben oui. Comme le Québec était un lieu particulièrement calme, tranquille, où les gens se connaissaient beaucoup, se fréquentaient, il y avait pas... Je pense que les parents de l'époque, enfin les miens sûrement, ont cru que c'était une chose normale, et en plus de ça, ils ne voulaient pas discuter avec moi. Vous aimez tellement voyager qu'à ce moment-là, vous vous dites « et si je devenais reporter international » ? Oui, j'aurais dû. Ah oui? Ben oui, j'aurais pu me promener encore plus. Oui, ben vous l'avez quand même pas mal fait. Oui, oui. En 50, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, vous y allez, vous voyez de grands peintres montréalais, j'en nomme que quelques-uns, Pellan, Hébert, Cosgrove. Et là, j'apprends que vous dessinez depuis toujours. Oui. Est-ce que vous dessinez encore aujourd'hui? En ce moment, je pense que je vais m'y remettre d'ailleurs. J'ai arrêté pendant un moment, là, n'ayant pas le temps de le faire, mais je pense que je vais m'y remettre. Je dessine parce que mon père dessinait. Mon père dessinait d'abord pour les planches de plantes, un peu comme Marie-Victorin dessinait tous les gens qui s'occupaient des plantes étaient obligés de dessiner les plantes, les feuilles, d'avoir un regard très précis. Alors, de ces dessins, j'ai appris à maîtriser avec la main droite, là, même si je suis un gaucher qu'on a forcé à utiliser sa main droite, j'ai réussi à assez bien dessiner. J'étais assez bon. Par contre, vous voulez suivre des cours avec Jacques de Tonnancour. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, il ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais. Il y a peut-être raison. D'autant plus que je ne le sais pas à ce moment-là. Je n'ai appris ça qu'au moins 10 ans plus tard. Je suis daltonien. Que pour ce qui est des couleurs, de Tonnancour doit te décourager. C'est l'explication la plus simple qu'on puisse trouver. Oui. Vous rentrez à l'Université de Montréal, tout à l'heure, comme vous le disiez. Vous vous inscrivez en lettres. Et là, tout de suite, le coup de foudre. Avant même le premier cours, oui, le premier jour de la rentrée, devant la procure où on allait chercher les programmes et les ouvrages au programme, je rencontre Ghislaine Reyer, et c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Et vous êtes encore avec elle? Combien de temps? Et nous sommes encore ensemble. Ouais. Une 60aine d'années plus tard. Comment est-elle arrivée à Montréal? Alors, elle est d'origine haïtienne. Elle est d'origine haïtienne. Son père ayant divorcé de sa mère, la mère est venue. Il y avait 3 garçons et 2 filles. Le fils aîné est allé à Paris pour poursuivre ses études. Ghislaine est arrivée à Montréal en 1947. Elle a étudié un peu à Valleyfield. Elle a joué dans une pièce de théâtre. Une religieuse a remarqué sa prestation et l'a convaincue de poursuivre ses études au collège d'Outremont. Et donc, ils se sont installés dans la Côte-des-Neiges. Et par conséquence, on est arrivés tous les deux avec nos diplômes pour étudier en lettres. Alors, justement, parlant de diplôme, votre thèse qui devait être sur Sartre, oui. Et que vous vous rabattez sur Rimbaud alors que votre femme, enfin votre future femme, oui. peut faire la sienne sur Camus, oui. Pourquoi est-ce que Sartre vous a été refusé? Parce que Sartre était un mécréant et que l'Université de Montréal étant une université pontificale,
il n'était pas question en lettres de toucher à certains auteurs. Quand je suis rentré en faculté des lettres à l'époque, donc on est en 53, Balzac est à l'index. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, parce que vous êtes trop jeune, là, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'était un monde édulcoré et assaini, ça n'avait aucun sens. Donc, lire ou parler de Sartre, c'était commettre un péché mortel. Avec Camus, dont on disait qu'après tout, il avait une âme chrétienne, peut-être ne l'admettait-il pas, mais quand même, elle a pu faire sa thèse sur Camus. Oui, mais Camus, quand même, l'absurde. Oui, mais... C'était pas pareil. Non, c'est un humaniste et il n'est pas agressif, Camus, il est plus gentil que Sartre. D'accord. Donc, vous vous rabattez sur Rimbaud. Je me rabats sur Rimbaud. Qui lui Non, mais il ne crée pas de problème. Il est mort et enterré, on peut le sauver.